Mon père a offert à mon fils un jouet cassé pour Noël et a dit, les vrais cadeaux sont pour la famille. Mon fils a commencé à pleurer tandis que les autres enfants ricanèrent. 20 minutes plus tard, j'ai mis fin à leur petite fête. D'accord, Reddit. Ce que vous allez lire est vraiment déplacé. Mes parents ont manqué de respect à mon fils adoptif et ont clairement fait savoir qu'il ne faisait pas partie de la famille, alors j'ai géré ça d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Prenez votre pop-corn et profitez de ce déraillement. Je suis Antoine, 36 ans, et je dirige une entreprise de logistique maintenant, et j'ai ce gamin nommé Mathieu, qui est en gros la seule bonne chose que j'ai jamais faite de ma vie. Mais laissez-moi revenir en arrière parce que l'histoire ne commence pas là. Il y a 3 ans, je travaillais 80 heures par semaine dans l'entreprise de distribution de mes parents à Lyon. Je dis l'entreprise de mes parents, mais en réalité, c'était moi qui la dirigeais pendant que mon père jouait au golf et que ma sœur aînée, Camille, s'attribuait tout le mérite. La combine classique de l'entreprise familiale où la personne qui fait le vrai travail reçoit un salaire et les personnes dont les noms sont sur le bâtiment obtiennent les parts. Bref, je suis à un événement de réseautage, une de ces situations de rencontre d'entreprises forcées avec de mauvaises boissons et des gens qui font semblant que leur carte de visite compte. Je parle à cette femme, Sophie, qui dirige une association à but non lucratif pour l'aide à l'enfance, juste pour faire la conversation, et elle mentionne ce gamin, 8 ans, a été dans 4 foyers en 3 ans et personne ne veut de lui parce qu'il a des problèmes de comportement. Je lui demande, quel genre de problème ? Et elle répond, il répond et ne sourit pas assez. Et les parents d'accueil veulent un enfant reconnaissant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas un vrai enfant humain avec des sentiments. En gros, le gamin était intelligent et en colère et les familles d'accueil blanches de Lyon le renvoyaient constamment parce qu'il ne jouait pas le rôle qu'elle voulait. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être que j'avais trop bu de la mauvaise boisson, mais je me suis entendu dire, et si je le prenais en famille d'accueil ? Sophie m'a regardé comme si je venais de proposer de jongler avec des tronçonneuses. Elle a commencé à me demander si j'étais sérieux, si je comprenais ce à quoi je m'engageais, tout ça. J'étais célibataire, je travaillais constamment, je vivais dans une maison qui n'était en gros qu'un endroit où je dormais entre 2 quarts de travail. Ça n'avait absolument aucun sens. Mais laissez-moi vous dire la seule chose qui en avait. Je ne peux pas avoir d'enfant. Pas besoin d'entrer dans les détails, mais oui, une partie de moi voulait tellement un fils. Et quelque chose dans tout cela me semblait juste. Alors oui, j'ai dit que j'étais sérieux. 3 mois de paperasse, de vérification d'antécédents, de visites à domicile et de cours sur l'éducation sensible au traumatisme plus tard, Mathieu a emménagé. Le gamin est arrivé avec un sac poubelle de vêtements et ce regard sur le visage comme s'il planifiait déjà sa route d'évasion. La première nuit, il s'est assis à ma table de cuisine, les bras croisés, attendant que je lui expose toutes les règles. Je lui ai dit qu'il n'y avait qu'une seule règle. Ne me mens pas, et je ne te mentirai pas. Tout le reste, nous le comprendrions. Il a testé cette règle environ 1000 fois le premier mois. Il a cassé une lampe et l'a avoué. Il a échoué à un examen de mathématiques et m'a montré la note au lieu de la cacher. Chaque fois, j'ai tenu ma parole. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas puni pour son honnêteté, j'ai juste géré le problème réel. Lentement, le gamin a commencé à me croire. Il a fallu environ 1 an avant qu'il ne sursaute plus quand j'entrais trop vite dans une pièce. Il a fallu 2 ans avant qu'il ne commence à m'appeler papa au lieu de mon prénom. Et honnêtement, j'ai commencé à aimer le petit. À ce moment-là, je savais que j'allais le garder. Pas en famille d'accueil, le garder. Alors, j'ai commencé le processus d'adoption. Plus de paperasse, plus de visites à domicile, plus de gens qui me posaient des questions indiscrètes sur ma vie. Mais en mars dernier, c'était officiel. Mathieu Girard, mon fils, légalement et pour toujours. Maintenant, c'est là que ça se complique. Voyez-vous, mes parents, Jacques et Isabelle Girard, ont bâti leur entreprise de distribution dans les années 90. Argent fait soi-même, membre du club de campagne, le tout. Ce sont le genre de personnes qui parlent de valeurs familiales tout en traitant leurs employés comme des ordures et en coupant tous les coins qu'ils peuvent trouver. Quand je leur ai dit que je prenais Mathieu en famille d'accueil, ma mère a fait cette chose où elle a forcé un sourire, puis a demandé si j'y avais vraiment réfléchi, si je comprenais les défis d'élever un enfant de ce genre de milieu.
Mon père a carrément demandé si j'essayais de faire une déclaration politique. J'aurais dû m'en douter, mais je n'arrêtais pas de penser qu'ils changeraient d'avis une fois qu'ils l'auraient rencontré. Ils ne l'ont pas fait. Ma sœur Camille était encore pire. Elle a des filles jumelles, Alice et Manon, 11 ans maintenant, et elle les élève pour qu'elles lui ressemblent exactement, ce qui est terrifiant. La première fois qu'elle a rencontré Mathieu, elle a fait cette chose que les gens font où ils parlent plus lentement et plus fort, comme s'il était malentendant. Je ne sais pas si vous avez compris. Mathieu, qui avait 9 ans et lisait au niveau de la 6e, m'a regardé et a dit « Elle va bien ? On devrait appeler quelqu'un ?» J'ai failli craquer en essayant de ne pas rire, mais le schéma était clair dès le premier jour. Mes parents se rendaient à tous les événements des enfants de Camille. Spectacle de danse, fête d'anniversaire, match de football, tout ce que vous voulez. Ils en parlaient sur Facebook, envoyaient des SMS de groupe pour dire à quel point ils étaient fiers. Mathieu, ils ont manqué son jour d'adoption, on dit qu'ils avaient un empêchement, on manquait son 9e anniversaire parce qu'ils étaient à un gala de bienfaisance. On manquait son 10e anniversaire parce que je ne me souviens même plus de l'excuse cette fois-là. Ils ont manqué tous les matchs de baseball, tous les événements scolaires, tout ce qui comptait pour lui pendant près de 3 ans. Et oui, je savais ce que c'était. Je ne suis pas stupide. Mes parents sont racistes. Pas le genre à crier des insultes. Ils sont trop respectables pour ça. Le genre poli. Le genre qui ne dit jamais rien d'explicitement mauvais, mais d'une manière ou d'une autre, leur petit-fils noir est toujours invisible tandis que leurs petites filles blanches obtiennent des fonds fiduciaires. Les enfants de Camille ont eu de nouveaux iPads, des voyages d'été en Europe, des tuteurs privés. Mathieu a été oublié. Pendant ce temps, je travaille toujours pour mes parents, dirigeant leur entreprise pendant qu'ils touchent des chèques. Je n'arrêtais pas de penser que si je travaillais plus dur, si je me prouvais davantage, ils finiraient par le traiter comme un membre de la famille. Stupide, je sais, mais c'est ça le problème avec le dysfonctionnement familial. On n'arrête pas de penser que cette fois-ci sera différente. Puis en décembre dernier, Mathieu m'a demandé si nous pouvions aller chez grand-mère et grand-père pour Noël. Il leur avait fait des cadeaux en cours d'art. Des cadres photos peints. Il a passé des semaines dessus. Il n'arrêtait pas de me montrer ses progrès. Le gamin en était si fier. J'aurais dû dire non. J'aurais dû le protéger de ce que je savais allait arriver. Mais il avait l'air si plein d'espoir. Et je suppose que je m'accrochais encore à une sorte de fantasme où mes parents agissaient comme des êtres humains décents. Alors j'ai dit oui. Et nous sommes allés et c'était tellement pire que je n'aurais pu l'imaginer. Nous sommes arrivés le matin de Noël. La maison ressemblait à quelque chose sorti d'un catalogue. Un arbre immense, des décorations partout. Camille filmait tout pour Instagram. Alice et Manon étaient déjà en train de déchirer cette montagne de cadeaux. Personne n'a dit bonjour à mon fils. Mon frère Lucas est arrivé en retard. Il travaille dans leur service de comptabilité, en gros piégé dans le même enfer que moi. Il m'a jeté ce regard qui disait « Tu pensais vraiment que ça se passerait bien ?» Puis vint le moment des cadeaux. Les jumelles ont eu des iPads, des vêtements de marque, des bijoux, des vélos, juste des piles de choses chères. Mathieu était assis là à regarder, étant patient comme toujours. Je pouvais le voir essayer de deviner quel cadeau sous l'arbre pourrait être le sien. Finalement, ma mère a fouillé sous l'arbre et a sorti ce paquet froissé, l'a tendu à Mathieu sans même le regarder. Il l'a ouvert avec précaution. À l'intérieur se trouvait une figurine d'action cassée, un truc de super-héros sans marque avec un bras manquant et des gribouillis au marqueur partout. Clairement quelque chose qu'une des jumelles avait cassé et jeté. Mathieu a juste regardé fixement. Et mon père, qui avait déjà bu avant midi, a ri et a dit assez fort pour que tout le monde entende, il devrait être reconnaissant pour n'importe quoi. Les vrais cadeaux sont pour la vraie famille. La pièce est devenue silencieuse pendant une seconde. Puis quelques personnes ont ri nerveusement. Même les enfants de Camille ricanaient. Le visage de Mathieu s'est juste froissé. Il a essayé si fort de ne pas pleurer, mais je pouvais voir ses yeux s'humidifier. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas cassé. Brisé comme un os. Net et permanent. Lucas s'est levé et a commencé à leur crier dessus.
Il leur a dit qu'ils étaient dégoûtants. Qu'ils humiliaient un enfant. Mon père lui a dit de se taire. Camille a levé les yeux au ciel comme si Lucas était dramatique. J'ai posé ma main sur l'épaule de Mathieu et nous sommes sortis. Il tremblait, a commencé à pleurer dans la voiture, demandant si peut-être il y avait un autre cadeau qu'ils avaient oublié de lui donner. Je lui ai dit, non, mon pote. C'était ça. C'est ce qu'il pensait qu'il méritait. Lucas nous a suivis dehors, a dit à Mathieu de monter à l'étage où ses enfants jouaient aux jeux vidéo. Avant que Mathieu n'entre, Lucas m'a regardé et a dit, tu aurais dû brûler ce pont il y a des années, mec. Il avait raison. Je suis retourné dans ce salon. Ils étaient déjà passés à leur parfait petit Noël. J'ai pris les 2 cadeaux que j'avais apportés. Une montre à 400 € pour papa, un forfait spa pour maman, et je les ai remis dans mon sac. Mon père a remarqué, a demandé ce que je faisais. Je les ai tous regardés et j'ai dit, joyeux Noël. J'ai fini. Ils ont pensé que je voulais dire que je partais. Je ne le faisais pas. Je voulais dire que j'en avais fini avec tout ça. J'ai démissionné. Je leur ai dit. Mon père a commencé à rire comme si j'étais dramatique. Alors, je leur ai dit le reste. Que j'avais passé les 18 derniers mois à construire quelque chose, que j'avais obtenu un investissement de 1,2 million d'euros, trouvé des bureaux, recruté une équipe, que je lançais ma propre entreprise de distribution en concurrence directe avec eux, que j'allais les enterrer. Une fois que la réalisation les a frappés, la pièce est devenue silencieuse. Le visage de mon père est devenu violet. Ma mère avait l'air de vouloir s'effondrer. Camille m'a finalement regardé comme si j'étais une véritable menace au lieu de son petit frère agaçant. J'ai pris Mathieu, j'ai serré Lucas dans mes bras et je l'ai remercié et je suis partie. Mathieu s'est endormi dans la voiture. Je l'ai porté jusqu'à son lit quand nous sommes rentrés. Je me suis assis au bord de son lit pendant un moment, me détestant d'avoir jamais pensé que mes parents méritaient une autre chance. Puis je suis allée à mon bureau et j'ai écrit l'email de démission. Je l'ai envoyé à 3 heures du matin et je n'ai rien ressenti d'autre que du soulagement. Les premiers jours après Noël ont été calmes. Trop calmes, honnêtement. Je m'attendais à ce que mon téléphone explose, mais rien. Silence radio de tous. Puis environ une semaine plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS. J'espère que Mathieu a apprécié son cadeau. C'était juste une petite blague. Tu es trop sensible. J'ai regardé ce message. Une blague ? Un gamin de 10 ans qui reçoit un jouet cassé pendant que ses cousins ont des iPads était une blague. J'ai bloqué son numéro et je me suis remis au travail. Mon père a essayé ensuite depuis un autre numéro. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Tu reviendras en rampant. Je l'ai transmis à mon avocat et j'ai continué à construire. Voici le truc. Je ne bluffais pas à propos de l'entreprise. Je planifiais cela depuis plus d'1 an, attendant juste le bon moment. Je suppose que ma famille m'a servi la motivation parfaite sur un plateau d'argent. Mon investisseur était Isabelle Dubois, une femme d'une 50aine d'années qui avait déjà construit et vendu 2 entreprises de logistique. Elle ne plaisantait pas. Et quand je lui ai proposé de partir de zéro, elle a regardé mes chiffres pendant environ 10 minutes et a dit « Je suis partante ». Dans les 3 semaines suivant ma démission, j'avais des bureaux loués, un site web en ligne et 8 employés prêts à démarrer. Nous l'avons appelé Solution Distribution Atlas parce que je ne suis pas créatif avec les noms et que Mathieu aime la mythologie grecque. Mon directeur des opérations était Thomas Leclerc. Ce gars qui avait travaillé pour mes parents pendant 6 ans avant de démissionner. Il m'avait appelé environ 2 mois avant Noël et avait dit qu'il cherchait une nouvelle opportunité. Quand je lui ai dit ce que je planifiais, il a juste ri et a dit « Quand est-ce que je commence ?» Plus tard, il m'a dit pourquoi il avait quitté l'entreprise de mes parents. Mon père l'avait appelé éloquent, comme si c'était surprenant. Ma mère n'arrêtait pas de demander s'il était vraiment le gérant chaque fois qu'elle ne le reconnaissait pas dans l'entrepôt. La mort par 1000 coupures de papier. Thomas et moi avons tout de suite accroché. Il connaissait l'industrie de fond en comble. Il avait des relations avec des fournisseurs dont je n'avais même jamais entendu parler. Et quand je lui ai raconté ce qui s'était passé avec Mathieu à Noël, il a juste hoché la tête et a dit « Oui, j'ai rencontré vos parents. Détruisons-les. »
Mi-janvier, nous avions signé nos 8 premiers clients. 3 d'entre eux étaient d'anciens clients de mes parents qui avaient changé après que je les ai contactés. Il s'avère que beaucoup de gens attendaient une alternative à Distribution Girard. Un gars, ce responsable d'entrepôt avec qui j'avais travaillé pendant des années, m'a carrément dit « Tout le monde savait que c'était toi qui dirigeais vraiment cet endroit. Ton père est un idiot. » Mon téléphone est resté silencieux du côté de la famille. Pas d'appel de Camille, pas de culpabilisation de maman, pas de menace de papa, juste rien. L'Instagram de Camille racontait une autre histoire, cependant. Elle a commencé à publier des citations vagues sur la trahison et la fausse famille et les gens qui vous poignardent dans le dos. Vraiment subtil. Puis fin janvier, Mathieu m'a demandé quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Nous étions en train de dîner et il a dit « Papa, tu crois que grand-mère et grand-père ne m'aiment pas parce que je suis noire ?» J'ai posé ma pizza, je lui ai demandé pourquoi il pensait ça. Il a dit « Parce qu'ils sont toujours gentils avec Alice et Manon et qu'elles leur ressemblent. Mais ils ne sont pas gentils avec moi et je ne leur ressemble pas. Alors j'ai pensé que c'était peut-être pour ça. 10 ans et il avait déjà compris ce que j'avais passé près de 3 ans à faire semblant de ne pas voir. Je ne lui ai pas menti. Je lui ai dit, oui, c'en était probablement une partie. Que certaines personnes ont cette chose brisée en elles qui les rend méchantes envers les gens qui ne leur ressemblent pas. Que ce n'était pas sa faute, ce n'était pas son problème, et ce n'était certainement pas son travail de le réparer. Il a hoché la tête comme s'il connaissait déjà la réponse. Puis il m'a demandé si j'étais en colère contre eux pour ça. Je lui ai dit que j'étais furieux, qu'il le traitait comme s'il n'avait aucune importance, et que rien ne me mettait plus en colère que ça. Il a dit, bien. Je suis content que tu sois de mon côté. Cette nuit-là, après qu'il soit allé se coucher, je me suis assis sur ma véranda en pensant à la façon dont j'avais laissé mes parents traiter mon fils comme une ordure pendant près de 3 ans. Comment j'avais trouvé des excuses. Continuer à espérer qu'il changerait. Continuer à exposer Mathieu à des gens qui ne méritaient pas de le connaître. C'est là que j'ai décidé que d'en avoir fini avec eux ne suffisait pas. Je voulais qu'ils le sentent. Tout ça. Février a frappé et Atlas prospérait. Nous avons doublé notre clientèle. Thomas gérait parfaitement les opérations. Notre site web recevait du trafic. La nouvelle se répandait. Une nouvelle entreprise en ville, de bonnes personnes, qui se souciaient vraiment de la qualité du service. J'ai embauché une directrice marketing nommée Léa Dubois. Elle était incroyablement intelligente, avait travaillé dans le marketing d'entreprise pendant des années et voulait quelque chose avec plus d'autonomie. Quand je lui ai raconté l'histoire que je faisais directement concurrence à l'entreprise de ma famille, elle a souri et a dit « Oh, on va s'amuser avec ça ». Elle a lancé une campagne subtile, positionnant simplement Atlas comme l'alternative éthique. Notre site web mettait l'accent sur la transparence, le traitement équitable des employés, l'investissement communautaire, tout ce que l'entreprise de mes parents prétendait être mais n'était pas. Puis j'ai reçu une invitation par la poste. Enveloppe blanche, liseré doré, écriture de ma mère, carte formelle m'invitant à un dîner de famille chez eux. 14 février, Saint-Valentin. Reconnectons. Seulement la famille proche. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Intéressant. Thomas l'a vu sur mon bureau. Il a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit que j'y pensais. Il a dit, si tu y vas, je te mets un micro parce que ça va être bon. J'ai appelé Lucas ce soir-là. Il avait reçu la même invitation. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention d'y aller avant d'entendre quelque chose d'intéressant. Le plus gros client de mes parents, une chaîne de magasins régionaux qui représentait environ 30% de leurs revenus, avait discrètement mis fin à son contrat il y a 3 semaines. Ce même client m'avait contacté 5 jours plus tôt pour me poser des questions sur la capacité d'Atlas. J'ai décidé de me présenter, non pas parce que je voulais une réconciliation, mais parce que je voulais les voir se tortiller. Le 14 février était froid et pluvieux. Je suis arrivé chez eux vers 18h, je suis resté dans la voiture 1 minute, puis je suis entré. Le visage de ma mère était tout en fausse surprise et en calcul. Elle s'était habillée, pensait probablement que je venais m'excuser. Mon père était déjà à table avec un verre. Camille avait l'air ennuyée de me voir.
Elle avait clairement déjà bu quelques verres. Je n'ai pas amené Mathieu, évidemment. Personne n'a posé de questions sur lui. Personne n'a même mentionné son nom. Pendant 40 minutes, ils ont bavardé. Papa a parlé de l'industrie. Maman s'est vantée de leur réputation. Camille a montré des photos de ses enfants, et je pouvais dire que son mariage s'effondrait. Trop de sourires forcés, cette énergie désespérée. Puis le ton a changé. Mon père s'est raclé la gorge et a fait tout un discours sur la façon dont ils avaient réfléchi, comment ils reconnaissaient mes contributions, et comment ils voulaient faire amende honorable. Il m'a offert un partenariat, 30% des parts, le titre de VP, un intéressement aux bénéfices. Tout ce que j'avais à faire était de revenir et de mettre cette désagréable affaire derrière nous. Ma mère est intervenue avec la manipulation. Elle a dit qu'il me manquait, que Mathieu leur manquait. C'était la première fois qu'elle prononçait son nom de la soirée. Que les familles font des erreurs mais en tirent des leçons. Elle a dit que Mathieu faisait aussi partie de la famille. Avec ce ton qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête, je me suis penchée en arrière et j'ai demandé « Pourquoi maintenant ?» Après près de 3 ans à traiter le gamin comme s'il était invisible, après l'avoir humilié à Noël, pourquoi ce changement soudain? Ils ont esquivé. Papa a dit quelque chose à propos du timing. Maman a dit quelque chose à propos des liens familiaux. Alors, je leur ai donné la vérité. Vous perdez des clients. Votre directeur des opérations a démissionné pour me rejoindre. Votre réputation est en chute libre et vous pensez que je suis votre bouée de sauvetage. Le visage de mon père est devenu rouge. Il a commencé à dire quelque chose, mais j'ai continué. Cette chaîne de magasins qui vient de vous lâcher, il signe avec Atlas la semaine prochaine. 3 de vos meilleurs employés m'ont contacté pour des postes. On dit que Distribution Girard est un navire en perdition et que vous avez besoin de moi pour écoper l'eau. Camille a ricané. Tu es délirant. Alors j'ai sorti une enveloppe de ma veste et je l'ai fait glisser sur la table. Mon père l'a ouverte en pensant que c'était une sorte d'accord. Ce n'était pas le cas. C'était une offre de rachat. Non pas pour que je les rejoigne, mais pour qu'ils me vendent toute l'entreprise. 4,2 millions d'euros. Une sortie propre. Ils pourraient prendre leur retraite, sauver la face, s'en aller avant que tout ne s'effondre complètement. Déjà soutenu par le groupe d'investissement de Sophie, déjà des engagements clients. Le silence était parfait. Les mains de mon père tremblaient. Ma mère est devenue pâle. Camille a renversé son verre et ne l'a même pas remarqué. Lucas est entré de la cuisine. Il était là tout le temps à écouter. Il s'est assis en face de moi et a dit « C'est plus que généreux compte tenu de ce que ça vaudra dans 6 mois si vous ne le prenez pas. » Mon père a explosé. Il a commencé à crier sur la trahison, sur la destruction de ce qu'il avait bâti, sur le fait que j'étais une ordure ingrate. Une crise narcissique totale. Je suis resté assis là et je l'ai laissé finir. Quand il a eu fini, j'ai dit « Tout ce que vous avez bâti l'a été sur mon dos. J'ai corrigé vos erreurs. J'ai bâti les relations. J'ai rendu cette entreprise fonctionnelle pendant que vous jouiez au golf, et vous n'avez même pas pu être décent envers mon fils. » Ma mère a commencé à pleurer. Elle a demandé « Quel genre de fils détruit ses parents ?» Je lui ai dit que je ne détruisais rien. Je leur offrais une porte de sortie avant qu'ils ne la détruisent eux-mêmes. Camille a retrouvé sa voix, a dit que j'étais vindicatif, jaloux, que je ne pouvais pas supporter que ses enfants aient plus de succès que Mathieu. Lol. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Je lui ai dit que ses enfants étaient des bébés de 11 ans avec des fonds fiduciaires qui n'avaient jamais travaillé pour quoi que ce soit et que Mathieu avait plus de caractère dans son petit doigt que 2 réunis. Elle m'a traité de raciste. Elle a vraiment joué cette carte. Elle a dit que j'étais obsédée par la race et que j'utilisais Mathieu pour faire une déclaration politique. Je me suis levée, je leur ai dit qu'ils avaient 1 semaine pour considérer l'offre. Après cela, le prix baissait de 500 000 € et continuait de baisser chaque semaine. Lucas m'a suivi dehors. À ma voiture, il a dit « Je donne ma démission demain. » Vous avez de la place pour un directeur financier ? Je lui ai dit d'envoyer son CV. Il a dit « Je fais mieux. » J'ai des copies de leurs états financiers des 5 dernières années. Je pensais que vous voudriez voir ce que vous achetez.
C'est là que j'ai réalisé que Lucas planifiait ça depuis plus longtemps que moi. Lundi matin, le silence a été rompu. Mon père a appelé à 7h40. Je n'ai pas répondu. Vers midi, ma mère a envoyé un SMS. Pouvons-nous parler? Juste toi et moi. Pas d'affaire. Je l'ai laissé en vue. Cette nuit-là, Camille a posté une story Instagram qui parlait clairement de moi. Une citation sur les serpents dans l'herbe. Son ami a commenté « Reste forte, ma fille avec les mains en prière ». J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à mon avocat avec une note. Pièce A. Mardi a apporté la première véritable escalade. Thomas a appelé vers 10h, l'air énervé. Il a dit qu'il avait reçu un appel de quelqu'un prétendant faire une vérification d'emploi. Ils avaient posé des questions étranges. M'avait-il déjà vu être violent? Avais-je des problèmes de drogue, des inquiétudes concernant ma stabilité? Il leur a dit d'aller se faire voir et à raccrocher. Mais le message était clair. Mes parents essayaient de trouver des informations compromettantes. J'ai appelé mon avocat, Maître Dupont. Il a dit que nous avions des raisons de déposer une injonction de cesser et de s'abstenir, mais il a conseillé d'attendre, de tout documenter, de les laisser continuer à creuser leur propre tombe. Mercredi, les choses sont devenues personnelles. L'école de Mathieu m'a appelé au travail, a dit que quelqu'un se présentant comme un membre de la famille avait appelé pour poser des questions sur l'emploi du temps de Mathieu, les autorisations de prise en charge, les préoccupations concernant la garde. L'école a suivi le protocole et m'a appelé immédiatement. Quand je suis arrivée, la directrice m'a montré les notes. La plante s'était identifiée comme Madame Girard, la grand-mère, et avait dit que j'étais instable et qu'elle s'inquiétait pour la sécurité de l'enfant. C'est là que j'ai cessé d'être patient. C'est là que j'ai décidé de passer à l'action. J'ai appelé Maître Dupont, je lui ai tout raconté. Il a dit, nous en avons largement assez pour une ordonnance de restriction et une action en diffamation, mais je voulais plus. Je voulais qu'il ressente ce que c'est quand quelqu'un s'en prend à votre enfant. Maître Dupont a dit, que voulez-vous faire? J'ai dit, les démanteler pièce par pièce. Voici le truc à propos de travailler dans l'entreprise de vos parents pendant 15 ans. Vous savez où tous les cadavres sont enterrés. Retard de paiement aux entrepreneurs, déduction fiscale douteuse, clause de non-concurrence qui ne tiendrait pas la route, violation de l'OSHA à l'entrepôt, erreur de paie qui favorisait toujours l'entreprise. J'avais couvert ces traces pendant des années. Maintenant, c'était des munitions. Lucas a tout donné. Il documentait discrètement tout depuis des mois. Il m'a apporté une clé USB avec 5 ans de dossiers financiers, des mémos internes, des chaînes de mails. Je me suis assis avec Maître Dupont, Isabelle et Thomas pour tout examiner. Isabelle m'a regardé et a dit, « À quel point voulez-vous être agressif ?» J'ai pensé à Mathieu qui pleurait à Noël, à ma mère qui appelait son école. J'ai dit, « Je veux qu'il comprenne ce qui se passe quand on s'en prend à mon enfant. » Nous avons élaboré la stratégie la semaine suivante. Première étape, Maître Dupont a envoyé une injonction de cesser et de s'abstenir complète à tous les trois, décrivant chaque cas de harcèlement, incluant la documentation, avertissant que tout contact supplémentaire entraînerait une action en justice immédiate. Deuxième étape, j'ai déposé des plaintes auprès du ministère du Travail concernant les violations de l'OSHA dans leur entrepôt. Rien de mortel, mais suffisant pour déclencher une inspection qui leur coûterait du temps et de l'argent. Troisième étape, j'ai contacté 4 de leurs principaux clients restants. Non pas pour les débaucher, juste pour avoir des conversations sur l'industrie, sur l'approche d'Atlas. Je n'ai jamais mentionné mes parents. Pas besoin. 3 ont basculé vers Atlas en 2 semaines. Le 4e a commencé à poser des questions inconfortables à mes parents, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Un client que mes parents ne pouvaient pas se permettre de perdre, une entreprise de fabrication en Colombie. Il représentait environ 40% des revenus de distribution Girard. J'avais bâti cette relation de zéro il y a 8 ans. Le PDG était Monsieur Bertrand. Je l'ai appelé, lui, et demandé s'il avait le temps de déjeuner ce week-end. Il a dit, bien sûr. Samedi, je suis allé à Colia. Nous avons parlé de la vie, des affaires. Finalement, il a demandé comment se passaient les choses avec l'entreprise de mes parents. Je lui ai dit que j'étais partie,
que j'avais lancé ma propre entreprise. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Puis il a dit, votre père m'a appelé il y a 2 semaines, a essayé de me dire que vous aviez volé des listes de clients et des informations propriétaires. Il a dit que vous étiez instable. Il a dit que quiconque faisait affaire avec vous prenait un risque. Je n'ai rien dit. Monsieur Bertrand a bu un verre et a dit, je lui ai dit que je vous connais depuis 8 ans, et le seul risque que je vois est de continuer à travailler avec quelqu'un qui jetterait son propre fils sous le bus. Il a sorti un contrat. Ceci est notre accord actuel avec Distribution Girard, à renouveler dans 30 jours. J'aimerais voir une proposition d'Atlas. Je lui ai remis la proposition en 48 heures. Il a signé 2 semaines plus tard. C'était 1,8 million d'euros de revenus annuels qui venaient de disparaître. Mars est arrivé comme une tornade. Les 10 premiers jours, mes parents ont perdu 3 clients supplémentaires. Leur chef de la logistique a démissionné, l'entrepôt a échoué à l'inspection OSHA et a été frappé d'amende. L'Instagram de Camille est passé de citations passives-agressives à un effondrement total. Elle a posté un long discours sur les faux amis qui poignardent leur famille dans le dos. Puis un autre sur les gens qui utilisent les enfants comme des accessoires. Ce deuxième a reçu un commentaire de son amie Jessica, « Ma chère, tu as regardé tes parents humilier ce doux petit garçon à Noël et tu n'as rien dit. Regarde-toi dans le miroir. » Le commentaire est resté pendant 2 heures avant que Camille ne supprime tout le message. Je l'avais déjà fait une capture d'écran. Mathieu prospérait, au fait. Il a fait partie de l'équipe de baseball de l'école, avait de bons amis, a cessé de poser des questions sur mes parents. Un soir, en jouant aux jeux vidéo, il a dit, « Je suis content que nous soyons partis ce jour-là. » J'ai demandé pourquoi. Il a dit, « Parce que maintenant je sais que tu me choisiras toujours, et ça fait du bien. » 10 ans et il sortait des bombes de sagesse. Pendant ce temps, Lucas a officiellement rejoint Atlas en tant que directeur financier, apportant avec lui des connaissances internes. Mes parents saignaient de l'argent, perdaient des clients plus vite qu'ils ne pouvaient les remplacer. L'offre de rachat était sur la table depuis 3 semaines. Aucune réponse officielle, mais Lucas a dit qu'il y avait eu des disputes houleuses au bureau. Maman voulait l'accepter. Papa refusait d'admettre la défaite. Camille les poussait à se battre, mais personne n'avait de plan. Puis est venue la contre-attaque. Et écoutez, je m'attendais à quelque chose de désespéré. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit aussi stupide. Quelqu'un a déposé une plainte auprès du BBB, Bureau d'éthique commerciale, affirmant qu'Atlas se livrait à de la publicité mensongère et volait des listes de clients. Anonyme, mais Maître Dupont l'a retracé à une adresse IP enregistrée au domicile de Camille. 3 employés ont reçu des messages LinkedIn d'un recruteur leur offrant des emplois chez Distribution Girard avec une rémunération nettement améliorée. Tous sont arrivés en 1 heure. Tous les 3 me les ont immédiatement transmis. Thomas a examiné les chiffres et a ri. Il promettait des salaires que l'entreprise ne pouvait pas se permettre. Puis mon père a appelé Isabelle directement, lui a laissé un message vocal censé parler d'une opportunité commerciale, mais qui s'est transformé en une diatribe de 2 minutes sur le fait que j'étais un traître et émotionnellement instable. Isabelle me l'a transmis avec une note, « Votre père vient de nous donner une affaire de diffamation en or. Voulez-vous que je l'envoie à Maître Dupont ou la savourer d'abord ?» Je l'ai savouré pendant 30 secondes, puis je l'ai envoyé à Maître Dupont. Mais le 4e coup a dépassé les bornes. Quelqu'un a appelé les services de protection de l'enfance et a déposé un rapport affirmant que je négligeais Mathieu, qu'il était souvent laissé seul, et s'inquiétait pour sa sécurité. Les services de protection de l'enfance doivent enquêter sur chaque rapport. L'assistante sociale qui est venue était professionnelle, s'est excusée, a parlé à Mathieu, a regardé autour d'elle, a vérifié qu'il était nourri, en bonne santé et en sécurité. Elle m'a dit qu'elle pouvait dire que le rapport était malveillant, mais qu'elle devait quand même remplir les formalités administratives. Avant de partir, elle a dit, hors dossier, quiconque a appelé a fait référence à des détails spécifiques que seule la famille connaîtrait. Ils ont mentionné les préoccupations concernant l'adoption et votre capacité à être parent. J'ai fait ce travail pendant 12 ans. Cela a toutes les caractéristiques d'un conflit familial. Après son départ, j'ai expliqué à Mathieu ce qui s'était passé. Il a demandé s'il allait devoir partir.
Je lui ai dit absolument pas que quelqu'un avait menti pour causer des problèmes. Il m'a serré dans ses bras et a dit, je sais qui a appelé. C'était eux, n'est-ce pas? Petit malin. Je n'ai pas menti. J'ai dit, oui, probablement. Il a dit, vas-tu les faire regretter? J'ai dit, extrêmement regretter. Cette nuit-là, j'ai convoqué une réunion d'urgence. Maître Dupont, Isabelle, Lucas, Thomas ont tout exposé. Maître Dupont a dit que nous en avions assez pour des ordonnances de restriction, une poursuite pour harcèlement, éventuellement des accusations criminelles si nous pouvions prouver qui avait appelé les services de protection de l'enfance. Isabelle a dit, ou nous pourrions simplement les achever financièrement et laisser le marché faire le travail. Pourquoi pas les deux, ai-je dit. Lucas a sorti les états financiers, a montré que Distribution Girard opérait à perte, avait brûlé la plupart de leurs réserves de trésorerie en essayant de concurrencer, il leur restait 2 clients majeurs, tous deux mécontents du service. J'ai demandé s'il pouvait contacter ses clients. Il a dit, déjà fait. Ils attendent votre appel. En une semaine, les deux ont basculé vers Atlas. Distribution Girard n'avait plus que de petits comptes régionaux qui couvraient à peine les coûts d'exploitation. Mon père a fait un dernier coup désespéré. Il a appelé Monsieur Bertrand, a proposé de gérer personnellement son compte avec une réduction de 30%. Monsieur Bertrand a dit non. Quand mon père a demandé pourquoi, Monsieur Bertrand a dit, parce que votre fils répond à son téléphone et que votre entreprise ne cesse de gâcher mes expéditions. Le prix n'est pas le problème. La compétence l'est. Il m'a appelé en riant. Il a dit, votre vieux perd la tête. Vous devriez peut-être en finir avant qu'il ne fasse quelque chose de vraiment stupide. J'ai suivi son conseil. Avril a apporté la fin du jeu. Maître Dupont a déposé une plainte formelle en diffamation contre mes parents et Camille. Faux rapport au service de protection de l'enfance. Ingérence dans mes affaires. Le message vocal à Isabelle. Nous ne demandions pas une somme énorme, juste assez pour faire mal et créer un dossier public. La communauté des affaires locales a remarqué. Certaines de leurs relations ont commencé à prendre leur distance. Les réseaux sociaux de Camille sont devenus silencieux. Ma mère a commencé à voir un thérapeute, selon Lucas. Bien. À ce stade, ils en avaient tous besoin. Mais le vrai coup est venu de Sophie, l'assistante sociale qui m'avait parlé de Mathieu pour la première fois. Elle fréquentait les mêmes cercles d'organisation à but non lucratif que ma mère. Après l'incident des services de protection de l'enfance, Sophie a passé quelques appels. Elle a fait savoir que ma mère avait appelé les services de protection de l'enfance avec un faux rapport concernant un enfant adopté. Dans la communauté de l'adoption et de l'accueil, c'est à peu près le plus bas que l'on puisse tomber. Ma mère a été discrètement retirée de 2 conseils d'administration et désinvitée d'une importante collecte de fonds. Les conséquences sociales ont frappé plus fort que tout ce que j'avais fait professionnellement. C'était son monde. Les galas de bienfaisance, les pages mondaines, être un pilier de la communauté. Voir cela s'effondrer a brisé quelque chose en elle. Mi-avril, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était ma mère. Sa voix semblait petite, vaincue. J'ai besoin de te parler en personne. S'il te plaît. J'ai dit que je la rencontrerais dans un lieu public avec mon avocat présent. Elle a accepté. Un café du centre-ville, mercredi après-midi. Ma mère avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 4 mois. Maître Dupont était assis à côté de moi, enregistrant tout. Elle a commencé par des excuses. Elle a dit qu'elle avait réfléchi, qu'elle avait eu tort. Elle avait laissé son malaise avec Mathieu affecter son jugement. Puis ce qu'elle était vraiment venue dire, ton père veut accepter le rachat, mais le prix a tellement baissé que nous ne pouvons plus prendre notre retraite avec ça. Nous devrions vendre la maison. Je n'ai rien dit. Elle a dit, je te demande, en tant que ta mère, de considérer l'offre originale pour le bon vieux temps. Je l'ai regardée et j'ai dit, tu as appelé les services de protection de l'enfance pour mon fils parce que tu perdais une bataille commerciale. Tu as essayé de le faire enlever et maintenant tu veux que je te rende service pour le bon vieux temps. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a dit qu'elle n'avait pas fait cet appel. Ça devait être Camille. Je lui ai dit que je me fichais de savoir qui l'avait fait.
Elle l'avait rendu possible. Maître Dupont s'est penché en avant. Madame Girard, l'offre actuelle de mon client est de 2,1 millions d'euros pour l'entreprise et tous les actifs, en baisse par rapport aux 4,2 millions d'euros en raison de la perte de valeur. Cette offre expire dans 72 heures. Après cela, Monsieur Girard peut laisser l'entreprise s'effondrer et acheter les actifs en faillite pour beaucoup moins. Ma mère m'a regardé comme si j'étais un étranger. Elle a dit, ça va nous détruire. Vous vous êtes détruit vous-même. J'ai juste arrêté de vous soutenir. Elle est partie sans un mot de plus. 3 jours plus tard, Lucas a appelé, a dit que mon père avait signé l'accord de rachat, accepté 2,1 millions d'euros. Les avocats s'occuperont de la transition. J'ai demandé comment mon père semblait. Lucas a dit brisé. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait bâti cette entreprise. C'était son héritage. Je lui ai dit qu'il l'avait bâti sur votre dos et que maintenant vous en étiez le propriétaire. Il est juste resté assis là. Je ne me sentais même pas mal. La transition a pris 6 semaines. J'ai fait venir une équipe de direction pour intégrer Distribution Girard à Atlas. J'ai gardé quelques bons employés. J'ai licencié les poids morts. J'ai tout renommé. En juin, c'était comme si Distribution Girard n'avait jamais existé. Mes parents ont déménagé dans une maison plus petite dans un quartier moins cher. Camille a complètement arrêté de publier. Lucas a appris qu'elle et son mari, Marc, s'étaient séparés. Je ne les ai pas contactés, je n'ai pas jubilé, j'ai juste continué ma vie comme s'ils n'en avaient jamais fait partie. Mathieu a demandé une fois, tu crois que grand-mère et grand-père sont tristes? Probablement, mais les gens qui font des choix cruels finissent avec des conséquences tristes, et ce n'est pas notre responsabilité de réparer ça, mon grand. Il y a réfléchi et a dit, je suis content qu'il ne soit plus dans nos vies. Moi aussi, mon grand. Moi aussi. En août, Atlas avait grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé, s'était étendu à 2 nouvelles régions, avait embauché 40 employés, en bonne voie d'atteindre 8 millions d'euros de revenus d'ici la fin de l'année. Isabelle parlait d'investissements supplémentaires. Thomas gérait parfaitement les opérations. Lucas tenait les finances de près, et Mathieu, qui entrait en CM2, étagère pleine de trophées de baseball, voulait être ingénieur quand il serait grand. Le gamin lisait des maths de niveau universitaire pour le plaisir. Un samedi fin août, nous étions au lac. Moi, Mathieu, Lucas et ses enfants, Thomas et sa famille, Isabelle et sa femme. Quelques bateaux, une glacière pleine de nourriture, juste en train de passer un bon moment. Mathieu et l'aîné de Lucas pêchaient sur le quai quand Mathieu a dit « C'est mieux que Noël chez grand-mère, non ?» Tout le monde est devenu silencieux. L'enfant de Lucas, qui était là à ce Noël-là, a dit « Mec, littéralement n'importe quoi est mieux que ce Noël. » Nous avons tous ri. Thomas a dit à Mathieu « Ton père a gagné, mon petit. Vous avez tous les deux gagné. » Plus tard ce soir-là, après le départ de tout le monde et Mathieu au lit, je me suis assis sur ma véranda en pensant aux 9 derniers mois. Fils magnifique à ennemi à propriétaire de l'entreprise de mes parents. Je les ai vus essayer de me détruire et j'ai fini par les détruire à la place. Certaines personnes pourraient dire que je suis allé trop loin. Que la famille devrait pardonner. Ces gens n'ont pas vu leur fils pleurer à Noël parce que ses grands-parents lui ont donné des ordures pendant que ses cousins avaient des iPads. Ces gens n'ont pas eu leur mère qui a appelé les services de protection de l'enfance. Si vous vous en prenez à mon enfant, je vous achève. C'est aussi simple que ça. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli le supprimer, puis j'ai vu le message. C'est Sophie. J'espère que vous et Mathieu allez bien. J'ai entendu ce qui s'est passé avec votre famille. Je voulais dire que je suis fière de vous d'avoir protégé votre enfant. Trop peu de parents le font. J'ai répondu par SMS, il va très bien. Nous allons bien tous les deux. Elle a répondu, bien. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Mes parents me voulaient petit, reconnaissant, dépendant, voulaient Mathieu invisible. Ils pensaient pouvoir me contrôler avec la culpabilité. Alors oui, j'ai ruiné leur Noël. Et leur entreprise et leur retraite. Et je le referai sans hésitation parce que personne ne se moque de mon enfant. Personne.